s'intéresse ici à un signal qui correspond à une fonction, à une seule variable, en l'occurrence le temps. Et x, c'est une grandeur physique quelconque, la surpression si c'est un signal acoustique, mais une tension si c'est derrière le microphone qui la capte, ça peut être un signal issu d'un capteur pour faire un électrocardiogramme, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un signal à une seule variable. Eh bien, donc, l'idée ici, en fait, c'est de l'échantillonner pour entrer dans une description discrète du signal. Donc voilà la fonction x de t analogique continue. Mais on va maintenant échantillonner, c'est-à-dire discrétiser sur l'axe des temps. Alors quelques mots pour bien expliquer les termes qu'on utilise. L'axe des temps est continu et correspond à l'infini indénombrable des nombres réels. Ça veut dire quoi, indénombrable? Ça veut dire que entre deux réels quelconques, il y a une infinité de réels. Vous pouvez les prendre aussi proches que vous voulez. Entre deux réels quelconques, il y a une infinité de valeurs. Les nombres entiers, il en va autrement. Entre deux entiers quelconques, il y a un nombre fini de valeurs, bien que l'ensemble des entiers soit infini lui aussi. Donc on comprend bien que l'infini des réels et l'infini des entiers n'est pas le même infini, et l'échantillonnage correspond à passer de cet infini indénombrable des réels à l'infini dénombrable des nombres entiers. Donc ici, on prend une première valeur qui correspond à t égale 0, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait ça, on constate en fait qu'on a échantillonné avec une période très régulière, qu'on appelle généralement TE comme période d'échantillonnage, ou TS en anglais, sampling period. Et clairement, l'inverse de TS, bien sûr, donne la fréquence d'échantillonnage, sampling frequency, qui est un terme consacré en traitement du signal. Dès lors qu'on a fait ça, votre signal s'écrit en fait comme un vecteur avec x0 la première valeur, x1, x2, et ainsi de suite jusqu'à x indice n-1. Et on a défini ici un vecteur au bon vieux sens du terme, c'est-à-dire une collection de valeurs en nombre grand N, certes qui peut être bien supérieur à 3 de nos bons vieux vecteurs de la géométrie euclidienne de notre espace à 3 dimensions, quand bien même n est très grand, votre signal x se présente comme un vecteur qu'on peut réécrire comme combinaison linéaire, en fait, des vecteurs d'une base qu'on appelle en général la base computationnelle, même si c'est un anglicisme, ou la base canonique, qui sont des vecteurs dont toutes les composantes sont à 0, sauf une, qui marque la position du 1 dans le vecteur global. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, lorsqu'on écrit le signal sous forme d'un vecteur, certes, de dimension n avec éventuellement n grand, en fait, on hérite de tous les concepts que nous avons déjà définis dans la géométrie euclidienne R3. Et dès lors, on va finalement enraciner les concepts de traitement du signal dans une culture qui nous est relativement assez familière, qui est le bon vieux vecteur, dont on sait calculer des produits scalaires, qu'on sait projeter, on sait faire des changements de base, on sait beaucoup de choses dans la géométrie de R3, et il sera relativement facile de généraliser à la dimension n quelconque, à quand même un détail près. Il faut évidemment renoncer à vouloir se faire une représentation graphique d'un tel vecteur de dimension n. Ça, c'est pas possible. Renoncer directement, parce que vous n'y arriverez pas, sauf si vous êtes un alien, mais dès lors qu'on est normalement constitué, on n'est pas capable de se faire une représentation graphique d'un vecteur de dimension n. Peu importe. Les formules mathématiques, l'abstraction mathématique est là pour nous aider, et vous verrez qu'il n'est pas difficile d'étendre toute la théorie de R3 à R puissance n quelconque, quand bien même n peut atteindre éventuellement plusieurs millions, voire 10 puissance 9, pourquoi pas. Donc ici, on a représenté un échantillonnage d'une portion de sinusoïde avec 10 valeurs. Là, bien sûr, on a échantillonné plus fin, 20 valeurs. Là, on perçoit intuitivement qu'on va pouvoir atteindre la fonction continue en faisant tendre TE vers 0. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qui permet de passer à peu de frais de la représentation d'un vecteur discret à n composants, en fait à un signal continu, une fonction x de t, qui correspond en fait à un passage à la limite dt où TE tend vers 0, et nous allons beaucoup exploiter ça pour faire le lien permanent entre les signaux discrets et les signaux continus. Et ça ou là, on pourra définir un concept d'abord par sa version discrète ou par sa version continue, en fonction de l'efficacité didactique du procédé.